Pour les assidus de la chaîne, vous vous souvenez probablement du petit aparté que j'ai fait sur les termes protagoniste et antagoniste, les deux s'opposant sur leurs actions et points de vue. Quand j'en ai parlé, j'ai simplement évoqué le fait qu'un protagoniste pouvait être un méchant ou criminel et un antagoniste pouvait être un gentil. Maintenant, imaginez un scénario où le protagoniste et l'antagoniste ont le même objectif, mais avec des méthodes et idéologies différentes. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y a plein de réponses à cela, mais ma préférée est celle du dernier arc de Persona 5 Royal et de son antagoniste que, je dois admettre, je n'avais pas forcément vu venir. Déjà parce qu'il ne se contente pas de bouh, le monde a été méchant avec moi et j'ai toutes les raisons de lui en vouloir, j'aime beaucoup ce genre d'antagoniste, il m'en envoie beaucoup trop ces derniers temps, mais surtout car il attaque un sujet très important qui touche tout le monde, le chagrin et le deuil. Bienvenue dans ce storytelling sur Persona 5 Royal. Avant toute chose, c'est quoi Persona 5? Sorti en 2016 au Japon et 2017 à l'international, il s'agit d'un JRPG où on incarne un lycéen qui débarque à Tokyo, ce dernier étant en probation après s'être fait piéger pour avoir aidé une femme se faisant agresser. Là-bas, grâce à une appli sur son téléphone, il se découvrira des capacités surnaturelles lui permettant d'accéder au métaverse, un monde représentant la psyché des gens où il y éveillera son persona, la représentation de son âme. Il va donc, avec l'aide de ses amis avec lesquels il forme les voleurs fantômes, agir afin d'aider les gens qui se font corrompre par leurs désirs malsains, ces derniers formant des ombres ou shadows. La série des jeux Persona est très intéressante car chaque jeu donne une signification différente à l'éveil du persona. Trouver la force d'avancer dans Persona 1, faire des erreurs et les accepter dans Persona 2, outrepasser la peur de la mort et embrasser la vie dans Persona 3, accepter la vérité et soi-même dans Persona 4, se rebeller contre les injustices et les étiquettes imposées dans Persona 5. Rien que cet aspect est très intéressant à étudier d'un point de vue psychologique et ce n'est pas impossible qu'on y revienne un jour sur le plan scénaristique. La spécificité de la série Persona est surtout dans le fait que, comme dit précédemment, vous jouez un lycéen, donc vous vivez une vie de lycéen et vous la vivez vraiment. En semaine vous allez en cours, sortez avec un personnage, vous faites une activité sportive après les cours, et le soir vous étudiez ou discutez avec d'autres PNJ uniquement disponibles sur cet horaire. Mais ce n'est pas tout. Au fil de l'histoire, vous gagnez plus de liberté dans vos choix. Vous pouvez visiter Tokyo de nuit par exemple, et multiplier les activités possibles, mais certaines rencontres ou activités ne sont possibles que certains jours, et vous devez donc bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Cette spécificité est poussée plus loin avec les fameuses rencontres qui sont nommées Social Link ou S-Link. Ces derniers vont, au fur et à mesure des rangs grimpés, donner accès à de nouvelles compétences pour notre protagoniste ou ses alliés, de nouvelles interactions ou différents bonus comme des ristournes chez le vendeur d'armes par exemple. Les S-Links sont aussi des mini-scénarios à part entière centrés sur le personnage concerné et le protagoniste qui l'aide, et celui qui nous intéresse est celui de Takuto Maruki. Évidemment, vous connaissez la chanson, spoiler! Introduit dans Persona 5 Royal, une version plus poussée du jeu d'origine, Takuto Maruki est un chercheur spécialisé en psychologie qui, après les événements traumatisants du premier arc du jeu, a été engagé pour discuter avec les étudiants afin qu'ils se libèrent de leur stress et de leur tracas. Comme il est introduit dans le scénario principal, son S-Link est débloqué naturellement, faisant de lui un personnage important. En développant son S-Link, on apprend à le connaître et à l'apprécier, montrant une vraie sympathie envers le protagoniste et les deux s'aident mutuellement. On apprend aussi qu'il s'intéresse énormément au trauma psychologique, ce dernier souhaitant trouver un moyen d'aider les gens peu importe le trauma auquel ils font face, et ça c'est le point le plus intéressant, car c'est la base qui servira au dernier arc, celui où Maruki devient un antagoniste. Pendant toute l'histoire, le groupe que nous suivons, et surtout le protagoniste, se libère des préjugés que la société a posés sur eux, échappant donc à une forme de contrôle. Ce contrôle est représenté par Yaldabaoth, le dieu du contrôle, formé par la volonté de l'humanité d'avoir contrôle et ordre, être conclu d'une immense balle tirée en pleine tête par Satanael, le personnage ultime du jeu et qui peut avoir différentes représentations, mais le sens général est celui de la rébellion et donc de la liberté. Une fois cela fait, un événement étrange se produit lorsqu'un personnage censé être mort réapparaît et que, quelques scènes plus tard, notre protagoniste se réveille dans l'infirmerie où il avait l'habitude de discuter avec Maruki dans sa tenue de prisonnier, tenue qu'il est censé avoir quittée depuis sa libération totale de Yaldabaoth. Alors qu'il cherche la sortie et entend des choses que lui ont dit ses amis par le passé, une voix lui parle quand il atteint la porte pour quitter le lycée, lui disant que sa place est ici, mais que s'il souhaite s'en aller, elle ne le retiendra pas. Se réveillant dans son lit et alors qu'il décide de retrouver une amie pour prier la nouvelle année au temple, il tombe sur tout le groupe qui a eu l'idée d'y aller au même moment. Sauf que quand ils parlent de ce qu'ils vont faire, ils évoquent tous des personnes qui sont censées être mortes ou avec lesquelles ils n'ont plus aucun lien, chose qui ne fait aucun sens pour le protagoniste. Les choses étranges s'accumulent jusqu'à ce qu'Akechi, le premier personnage censé être mort, vienne à la rencontre du protagoniste. Ce dernier lui explique qu'alors qu'il s'était rendu à la police, Akechi ayant perpétré beaucoup d'actes horribles par le passé, cette dernière l'a libéré sans raison apparente, chose incompréhensible. S'ensuit un appel téléphonique de l'ami du protagoniste, Kazumi, lui demandant de la rejoindre car elle voit un palace dont nous avons exploré une toute petite partie plus tôt dans l'aventure. Les palaces, ce sont des lieux se formant dans le métaverse quand une personne devient entièrement dominée par son ombre et sont explorables par le protagoniste. Ce sont en quelque sorte les donjons du jeu. Après avoir exploré une partie de ce dernier, le groupe tombe nez à nez avec Maruki, expliquant qu'il s'agit de son palace et qu'il a utilisé son pouvoir pour créer ce qu'il qualifie de réalité idéale. D'ailleurs, le thème des rencontres avec Maruki se nomme Ideal and Real, une réalité où les vœux de chacun se réalisent afin d'éviter des souffrances inutiles, chose qui fait écho à énormément de points qui sont apparus plus tôt dans le jeu. Pendant l'histoire,
l'histoire, Maruki a eu l'occasion de discuter avec tous les membres des voleurs fantômes, ces derniers trouvant agréable de discuter avec lui car il s'intéresse vraiment à eux et à leurs problèmes. Ces discussions lui ont permis d'apprendre et comprendre leurs problèmes pour ainsi générer une réalité où ils n'ont pas à souffrir de ce qu'ils ont raconté, réalité altérée au point où, pour eux, ces traumas n'ont jamais eu lieu et cela amène donc à la confrontation idéologique entre notre protagoniste et Maruki. Pendant toute l'histoire, notre personnage s'est battu pour être libre d'être qui il est, de ne pas être sous le contrôle d'une entité, et Maruki joue un rôle d'antagoniste similaire à cette entité. Sauf que ces derniers ne nous souhaitent pas le moindre mal, bien au contraire, et c'est ce qui rend son cas plus difficile. Maruki souhaite que chacun puisse vivre une réalité idéale, loin de toute souffrance, mais cela n'est possible qu'en acceptant d'être sous son contrôle qu'il n'utilise de toute façon pas à des fins malfaisantes, créant donc une situation où ses intentions sont tellement bonnes que le doute quant à la marche à suivre commence à prendre forme. Le protagoniste est rapidement confronté à un constat, tous ses amis vivent la vie qu'ils souhaitent, bien que cette dernière ne soit pas réelle, le mettant dans une situation inconfortable où il doit les ramener de cette fausse réalité, leur faisant perdre à nouveau ce qu'ils ont déjà perdu. Bien qu'il crée un doute chez eux, il sera insuffisant au départ, devant donc retourner confronter Maruki uniquement accompagné d'Akechi, car Kazumi a été capturée durant leur dernière exploration, cette dernière étant elle-même sous cette manipulation de Maruki suite à un trauma qu'elle a elle-même vécu. Les amis du protagoniste finissent par tous se libérer de l'illusion et viennent à sa rescousse, refusant cette réalité proposée par Maruki car elle signifierait qu'ils ne peuvent pas faire le deuil de tout ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est exactement ce qui a amené le docteur à devenir ainsi, le deuil. Un an auparavant, il était en couple avec une certaine Rumi, cette dernière ayant été blessée et ayant perdu ses parents lors d'une intrusion à son domicile. Maruki, tentant tout ce qu'il peut pour la soutenir, subira des migraines qui l'éveilleront peu à peu à son pouvoir, permettant d'influencer les gens, et il s'en servira pour aider Rumi, cette dernière allant mieux, mais ne se souvenant plus de son petit ami. Nous découvrons aussi ce qu'il a fait par la suite, continuer ses recherches avec ses nouvelles capacités qui ne seront pas prises au sérieux par son université, aider différentes personnes dont Kazumi qui se nomme en réalité Sumire, Kazumi étant sa grande sœur qui est morte en la protégeant d'un accident, et comment il a finalement été appelé pour être le psychologue du lycée du protagoniste. Maruki laisse les voleurs fantômes se balader librement dans son palace, espérant qu'ils comprendront le bien fondé de ses actions. Mais ces derniers découvrent aussi que la possibilité de ne plus jamais souffrir inutilement passe aussi par l'abandon d'objectifs qui sont difficiles à atteindre ou d'aider quelqu'un dans une situation dangereuse, car cela serait prendre le risque de souffrir inutilement. Ce qui amène au fait que plus qu'une réalité où on est le plus heureux possible, il s'agit en fait d'une réalité où on souffre le moins, paradoxe parfaitement retranscrit dans le thème du palace Gentleman Man que vous entendez actuellement, mélangeant calme et oppression psychologique. Maruki lui-même est en réalité victime de ça, car lorsqu'on finit par l'affronter, son pouvoir devient de plus en plus puissant, mais n'arrive jamais à vaincre le protagoniste et son groupe, cette confrontation se finissant dans un combat au point où le docteur décide finalement de laisser parler sa peine et sa douleur, d'admettre qu'il n'a jamais cessé d'être effrayé, et alors qu'il allait accepter sa punition pour ce qu'il avait fait, il est finalement sauvé par le protagoniste car au fond, il n'a jamais voulu le moindre mal à qui que ce soit. Encore une fois, cette volonté est transmise par le thème musical du combat de boss, Throw Your Mask Away, où les paroles sont explicites et reflètent totalement la manière de penser de Maruki. Cet arc final, comme les précédents, possède une mauvaise fin où le protagoniste accepte de vivre dans la réalité de Maruki. Mais est-elle vraiment mauvaise au final? Est-ce qu'une fin où tout le monde vit dans une réalité qui les rend tous heureux est-elle vraiment une mauvaise chose? Bien que comprenant la volonté de Maruki et ne le blâmant pas pour cela, le jeu répond que oui, car réussir à dépasser le chagrin et faire le deuil sont deux thèmes importants de celui-ci, passage obligatoire pour guérir et être capable d'avancer à nouveau. Le personnage de Maruki est une masterclass d'écriture et je ne pense pas lui avoir rendu assez d'honneur, déjà car le jeu est extrêmement long, mais aussi car elle est un personnage incroyablement bien écrit et complexe. Pendant tout le jeu, je ne l'ai jamais suspecté d'être l'antagoniste du dernier arc, éventuellement un soutien important mais rien de plus, et son objectif m'a fait me poser de sérieuses questions sur toutes les notions que son histoire aborde et si je voulais vraiment l'empêcher de réussir son objectif. Maruki fait partie des rares antagonistes qui ont réussi à me frapper là où ça fait mal, à me toucher sur des sujets difficiles et qui m'ont permis de grandir et d'avancer. Takuto Maruki, c'est un antagoniste comme on en fait peu, car quand tu veux simplement que tout le monde puisse goûter au bonheur, c'est que tu n'es pas quelqu'un de mauvais.